Bonjour tout le monde. Je vais attendre encore un petit moment pour laisser l'occasion à tout le monde de se brancher. Donc, comme on est déjà plusieurs de connectés, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence de presse de manufacturiers exportateurs du Québec où on va vous dévoiler les données de l'enquête 2022 qui a été réalisée sur l'impact de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier au Québec. Donc, pour le déroulement, dans un premier temps, Mme Véronique Proulx, présidente directrice générale de Manufacturiers exportateurs du Québec, elle vous présentera les données du sondage et les principaux constats qui en sont tirés. Et ensuite, il y aura une prise de parole de Mme Anne-Renée Meloche, vice-présidente ressources humaines et communications du groupe Meloche, qui est une entreprise manufacturière de chez nous. Mme Meloche pourra vous en dire plus un peu sur sa réalité comme manufacturier, puis également sur les principaux enjeux et défis de son entreprise. Ensuite, les prises de parole seront suivies d'une période de questions pour les représentants des médias. Donc, vous pourrez poser vos questions, en fait, soit dans le chat ou encore avec la fonction sur Zoom pour lever la main. Je vais vous demander de commencer par une première question et une sous-question. Puis, au besoin, vous pourrez en fait, lever la main à nouveau ou poser d'autres questions si vous souhaitez avoir davantage de précision. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Véronique Proulx. Merci Malika. Alors bonjour à tous et à toutes. Bien heureuse que vous joigniez à nous aujourd'hui pour cette conférence de presse et merci d'être là en cette première journée de tempête hivernale. Alors aujourd'hui, on vous présente les résultats de la deuxième édition du sondage annuel sur la pénurie de main-d'œuvre. Alors, on a fait un sondage l'année dernière, on a fait la deuxième édition tout récemment. Et ce qu'on a voulu faire, c'est de documenter la situation de la pénurie de main-d'œuvre, notamment la gravité de la situation, les impacts économiques, mais également les impacts humains. Alors, notre objectif ultimement, c'est vraiment de comprendre où on en est au Québec, c'est quoi l'état de la situation dans le secteur manufacturier, pour pouvoir mettre de l'avant des solutions concrètes ou des recommandations concrètes qui seront faites au gouvernement du Québec, encore une fois, pour atténuer l'impact de la pénurie de main-d'œuvre. Alors, le sondage nous a permis de rejoindre 300 entreprises manufacturières partout à travers le Québec et s'est déroulé récemment entre le 14 septembre et le 11 octobre. Alors, les données je le dis souvent, la pénurie de main-d'œuvre, c'est un problème qui affecte notre croissance, mais c'est le plus grand frein à la croissance des manufacturiers québécois. Et le chiffre que je m'apprête à vous présenter, c'est l'impact économique au cours de la dernière année. C'est un chiffre qui est énorme et qui illustre à quel point la pénurie de main-d'œuvre fait mal au secteur manufacturier, mais a un impact sur l'économie du Québec de façon générale. Ça illustre vraiment l'ampleur de la situation. Alors, au cours de la dernière année, ce sont 7 milliards de dollars que les manufacturiers québécois ont laissés sur la table faute d'avoir les travailleurs nécessaires. 7 milliards de dollars parce qu'on n'arrive pas à trouver les travailleurs, les travailleuses dont on a besoin. On n'arrive pas à trouver les bras et les compétences, les cerveaux dont on a besoin pour faire fonctionner nos usines. Alors, dans un premier temps, on a 4 milliards de dollars en contrats refusés et retards accumulés. Donc, dans le sondage, 75% des répondants nous ont dit soit refuser des contrats, et nécessairement, quand vous n'arrivez pas à livrer vos commandes actuelles, vous allez refuser des nouveaux contrats, notamment qui viennent de l'international. Les entreprises ont réduit leur nombre de soumissions, donc on cherche moins à développer des nouveaux marchés, tant localement qu'à l'international. Et finalement,
on accumule des retards de production importants et ça a un impact économique. Alors, il y a trois principaux, il y a plusieurs secteurs touchés, en fait, ça touche tous les secteurs, mais les trois principaux secteurs touchés sont dans l'ordre fabrication du matériel de transport, fabrication de produits métalliques et fabrication de machines. Maintenant, au sein du 7 milliards, on a aussi 3 milliards en investissements retardés et ou annulés. Et je vous dirais que ça, c'est la donnée qui me préoccupe beaucoup. On sait à quel point au Québec, on a un retard de productivité et qu'on doit tout faire pour accélérer l'intégration de nouvelles technologies dans le secteur manufacturier. Il faut augmenter notre productivité, notre compétitivité. Et la pénurie de main-d'œuvre devient un frein à l'investissement. Parce que nécessairement, avant de faire un investissement de 1 million, 2 millions, 5 millions, on va se poser la question, est-ce qu'on a les ressources pour le faire? Est-ce qu'on a les compétences pour le faire? Si j'investis dans une nouvelle ligne automatisée, est-ce que je vais avoir des gens pour pouvoir l'opérer, notamment de jour et de soir? Alors, clairement, ça devient un frein et 50% des entreprises ont retardé ou annulé certains investissements. Les secteurs les plus touchés, fabrication des aliments, matériel de transport, fabrication de produits en plastique et de caoutchouc. Donc, globalement, 7 milliards de dollars laissés sur la table au cours de la dernière année dans le secteur manufacturier uniquement. On a de plus en plus de postes vacants au Québec. On le sait, ça touche l'ensemble des secteurs, mais dans le manufacturier, on est rendu à près de 32 000 postes vacants à travers le Québec. C'est un sommet. Dans le cadre de l'étude, on a pu démontrer que les entreprises ont en moyenne 42 postes à combler par site, par entreprise. 98% des entreprises affirment avoir des postes vacants. Donc, la pénurie de main-d'œuvre n'épargne personne. Toutes les entreprises manufacturières au Québec, ou la très grande majorité, ont des postes vacants et peinent à remplir ces postes-là. Les secteurs avec le plus de postes à combler sont la fabrication de matériel de transport, fabrication de machines, fabrication d'aliments. Et maintenant, quand on regarde les régions, ce que je trouve intéressant, on a les régions manufacturières fortes, donc dans l'ordre Montérégie, Chaudière-Appalaches, mais également Montréal. Et on a souvent tendance à penser que Montréal, on n'a pas d'enjeu de main-d'œuvre, il y a une grande population, on accueille beaucoup d'immigrants année par année, mais on voit que même Montréal n'est pas épargné par la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier. Donc, c'est vraiment un enjeu qui touche toutes les régions et tous les secteurs d'activité. Cette année, on a voulu creuser davantage la question des travailleurs étrangers temporaires. Alors, on sait que le gouvernement du Québec met davantage de l'avant cette solution-là, ou la met de l'avant pour atténuer l'impact de la pénurie de main-d'œuvre, notamment dans le manufacturier. Donc, il y a des assouplissements qui ont été apportés pour qu'on puisse accueillir davantage de travailleurs sur des visas de 2 ans ou 3 ans qui viennent travailler dans nos usines. Et effectivement, 70% des répondants des entreprises se tournent vers l'international pour pallier leurs besoins en main-d'œuvre. On évalue en moyenne que ils souhaitent combler en moyenne 17 postes via les travailleurs étrangers temporaires. Par contre, et je le dis souvent, les travailleurs étrangers temporaires, c'est une solution court terme et c'est une solution qui est remplie d'obstacles. Et on le voit ici, on a pu le documenter. Dans l'ordre, les répondants nous ont dit qu'il y a plusieurs obstacles au recrutement de la main-d'œuvre étrangère. Le premier obstacle, c'est la complexité des processus. Alors, on aura la chance d'en parler par la suite avec le groupe Meloche, mais c'est excessivement complexe de faire ces démarches-là. Il y a de la paperasse, il y a de la lourdeur administrative, il y a très peu d'accompagnement pour les entreprises. C'est vraiment un parcours du combattant d'être capable de réussir, de compléter les formulaires et de pouvoir accueillir ces gens-là. Le deuxième, ce sont les délais et les coûts. Donc, on a entendu des histoires d'horreur d'entreprises qui attendent jusqu'à 2 ans et même plus avant d'accueillir leurs travailleurs. Il faut savoir que souvent, ces manufacturiers-là ont réussi à obtenir de grands contrats ou des gros contrats sur une période de 2 ans, 3 ans. Ça nécessite davantage de travailleurs. Donc, ils utilisent le programme des travailleurs étrangers temporaires. Et quand les gens arrivent, les travailleurs arrivent 12 mois en retard, bien, il est trop tard pour le contrat ou la commande qu'on avait. Donc, on perd des contrats, on a des pénalités importantes. Les coûts, ça coûte en moyenne 10 à 12 000 par année, par travailleur pour faire venir ces gens-là. Et finalement, le manque de ressources pour accueillir les travailleurs étrangers temporaires. Vous êtes en région, vous avez 15, 20 personnes qui arrivent, il faut leur trouver un logement, il faut leur trouver un moyen de les amener, d'avoir du transport pour qu'ils puissent se rendre au travail. Il faut s'assurer qu'il y ait des places dans la garderie, dans les écoles, lorsque les travailleurs arrivent avec leur famille. Donc, vous pouvez voir que c'est une série d'obstacles qui font en sorte que c'est très complexe
pour les manufacturiers d'accéder aux travailleurs étrangers temporaires et c'est particulièrement vrai dans la PME. Donc, quand vous avez 100, 150 employés, vous êtes en région, vous n'avez pas nécessairement ce temps-là, les ressources, l'expertise et l'argent pour avoir accès aux travailleurs étrangers temporaires. Les régions qui cherchent davantage ces travailleurs, c'est Chaudière-Appalaches et la capitale nationale. Des postes vacants difficiles à combler, on entend souvent que la pénurie de main-d'œuvre dans le manufacturier, c'est une question de salaire. Alors, si on augmentait les salaires, théoriquement, on devrait être capable de trouver davantage de travailleurs. Donc, ce que l'étude permet de démontrer, c'est que c'est vrai que les postes les moins bien rémunérés, donc les postes d'entrée, sont les plus difficiles à combler, mais il y a plus de postes vacants, il y a des postes vacants vraiment à tous les niveaux, notamment dans les hauts salaires. Et d'ailleurs, l'étude démontre que 50 des postes vacants se situent dans une fourchette de 20 à 29 de l'heure. Si on regarde maintenant les professions les plus touchées, on commence, et c'est dans l'ordre, par les opérateurs qui sont des postes d'entrée. Mais le deuxième poste, ce sont des ingénieurs. Des ingénieurs, c'est des gens qui ont généralement des bons salaires, autant à l'entrée que tout au long de leur carrière. Et malgré ça, on a beaucoup de difficultés à trouver et à recruter des ingénieurs. Et je vous dirais qu'on a regardé les données régionales. Le taux de postes vacants dans le manufacturier en région est plus élevé que l'ensemble des secteurs d'activité et pourtant nos salaires sont plus élevés. Donc, la pénurie de main-d'œuvre, ce n'est pas juste une question de salaire. Ça démontre que malgré des bons salaires et des professions qui sont bien convoitées, on a beaucoup de difficultés à combler ces postes-là. La prochaine donnée, je pense que c'est une de celles qui m'interpelle le plus. Ça devient un enjeu majeur pour l'économie du Québec. Alors, on a 3 entreprises sur 10 qui ont pensé déménager une partie de leurs activités à l'étranger ou donner davantage de contrats à l'étranger. Là, vous allez peut-être me dire 3 sur 10, ce n'est pas beaucoup, mais pensez-y, c'est 33 de nos entreprises qui pensent réduire leur empreinte manufacturière et la déménager à l'extérieur du Québec, du Canada. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on est en train de réduire notre empreinte manufacturière. On n'est pas en train de croître, on diminue, on réduit. Donc, ça a un impact, bien sûr, sur les chefs d'entreprise, ça a un impact sur les emplois bien payés en région, mais ça a aussi un impact sur l'ensemble de l'économie du Québec. Quand on déménage nos activités à l'extérieur du Québec, c'est très rare qu'on les ramène. Donc, il y a vraiment un enjeu important ici, un enjeu qui est croissant. Pourquoi est-ce que les chefs d'entreprise pensent déménager leurs opérations à l'extérieur? Bien, premièrement, 82 nous disent qu'ils ont des retards de livraison, donc des pénalités importantes. Ils n'arrivent pas à livrer à temps, faute d'avoir les travailleurs nécessaires. 73 nous disent qu'une augmentation de coûts, soit parce qu'on a des pénalités financières, on paye des heures supplémentaires, ça devient très, très difficile et coûteux d'opérer. Et finalement, de façon importante, 62 disent avoir des insatisfactions de clients. Alors, quand nos clients sont insatisfaits, ils vont chercher autre chose, ils vont chercher d'autres fournisseurs. Alors, ce sont les raisons qui amènent les manufacturiers à considérer s'établir à l'étranger. La lumière au bout du tunnel, ils ne la voient pas, ils ne trouvent pas d'autres solutions et ça devient vraiment une solution de dernier recours. Priorité à la santé mentale, on l'avait mentionné l'année dernière, ça avait été soulevé dans le sondage que c'était une préoccupation. Et là, cette année, on constate que 50 des chefs d'entreprise disent que la pénurie de main-d'œuvre a des conséquences sur la santé mentale des employés. Alors, là, et d'ailleurs, cette conséquence-là est jugée plus importante que la perte ou l'insatisfaction des clients, que le ralentissement ou l'annulation des plans d'expansion et la baisse de l'innovation. Ça veut dire que les chefs d'entreprise sont en train de nous dire que la santé mentale, c'est une question d'humain, puis ça a un impact, une conséquence encore plus importante que nos impacts économiques. Alors, c'est quand même majeur. C'est des histoires d'humains, c'est des gens qui travaillent des heures supplémentaires, je le mentionnais, des travailleurs qui n'ont pas pu prendre de vacances parce qu'on manque de travailleurs puis on ne veut pas être obligé de fermer une ligne de production. C'est des gens qui veulent que leur usine fonctionne, mais qui manquent de collègues, qui manquent de bras autour d'eux pour pouvoir les appuyer et ça devient un enjeu de plus en plus préoccupant. D'ailleurs, 21 nous disent que la santé mentale, c'est la conséquence la plus importante de la pénurie de main-d'œuvre. Alors, on a posé la question, est-ce que le gouvernement en fait assez pour vous appuyer? 6 entreprises sur 10 croient que le gouvernement du Québec pourra en faire beaucoup plus pour aider à régler le problème de pénurie de main-d'œuvre.
Alors, ça nous amène à qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire, qu'est-ce que le gouvernement doit faire. Je vous dirais qu'il y a 4 grands leviers importants. Le premier, c'est la question de l'immigration. On l'a dit, il faut agrandir, accroître le bassin des travailleurs qui ont de l'intérêt, des connaissances, des compétences pour travailler dans le secteur manufacturier. Et ça passe par une hausse des seuils d'immigration. Ça passe aussi par faciliter et accélérer l'arrivée des travailleurs étrangers temporaires qui demeure une solution, encore une fois, temporaire, le nom le dit. Et je le dis souvent au Québec, là, recruter, c'est comme pêcher dans un lac vide. Il n'y a personne, on manque de travailleurs. Il faut travailler sur la question de l'immigration. La deuxième, c'est la formation, la rétention de la main-d'œuvre. Alors, il y a beaucoup de programmes qui existent au gouvernement du Québec pour faciliter la formation. Nous, ce qu'on dit et ce que les gens nous ont dit, on doit cibler en priorité le secteur manufacturier. Il faut s'assurer que davantage de manufacturiers bénéficient de ces programmes-là et soient accompagnés, notamment dans la PME. Promotion et image du secteur, comme manufacturier, on a un travail à faire pour mieux faire connaître notre secteur, mieux faire connaître les opportunités et encore une fois, les bons salaires qui sont offerts. Et finalement, et non le moindre, toute la question de l'automatisation et de la robotisation. Alors, on le sait, il faut qu'on accélère l'intégration de nouvelles technologies dans le secteur manufacturier et on a besoin de l'appui du gouvernement pour en faire plus. Plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'entreprises accompagnées, encore une fois, pour être capable d'identifier les gains en productivité, les bons équipements, d'avoir l'accompagnement nécessaire, mais davantage de ressources financières pour dérisquer l'opération. Donc, finalement, ce qu'on dit au gouvernement du Québec aujourd'hui, c'est que la pénurie de main-d'œuvre, ça doit devenir une priorité, ça doit devenir votre priorité dans le secteur manufacturier et le gouvernement doit activer tous les leviers qui sont à sa disposition pour pouvoir mieux accompagner les secteurs manufacturiers. L'immigration, c'est un des leviers, ce n'est pas le seul, mais c'est un des leviers importants, tout comme l'automatisation et la robotisation. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie beaucoup et je vais maintenant céder la parole à Anne-Renée Meloche, qui est du groupe Meloche. Et cette année, j'ai choisi d'être accompagnée d'une vice-présidente, notamment des ressources humaines, d'une PME, parce qu'Anne-Renée vit au quotidien le problème de la pénurie de main-d'œuvre, tous les enjeux d'attraction, de rétention, de formation, d'immigration. Ça fait partie de son quotidien. Donc, elle sera en mesure vraiment de bien expliquer, vulgariser, ça représente quoi au quotidien, la pénurie de main-d'œuvre pour une PME. Anne-Renée? Oui, merci beaucoup, Véronique. Ça me fait plaisir là, de joindre ma voix au MEQ là, pour parler de pénurie de main-d'œuvre. C'est effectivement un enjeu là, qui est au cœur de toutes nos discussions au groupe Meloche. Donc, le groupe Meloche, c'est une entreprise, on est un fabricant de composants pour le domaine de l'aéronautique. On emploie environ actuellement 330 employés dans 3 sites, donc Valleyfield, Bromont, Montréal, en plus de notre centre administratif à Beauharnois. Donc, la réalité des régions, on la connaît aussi. Évidemment, l'enjeu de main-d'œuvre, c'est un enjeu prioritaire chez nous. Actuellement, c'est environ 40 postes qui est à combler. Donc, c'est un enjeu très important. Puis, en fait, c'est un enjeu qui n'est pas nécessairement nouveau pour le groupe Meloche parce que, évidemment, on recrute des machinistes principalement, ou en tout cas beaucoup de machinistes. Donc, c'est un poste qui est déjà, qu'on devait vivre avec une certaine rareté de la main-d'œuvre, mais également le fait d'être en région. Donc, Valleyfield, Bromont, c'est un peu plus en région. C'est une problématique là, qu'on vivait déjà. Et heureusement, peut-être, ça nous a permis de prendre de l'avance avec le recrutement à l'international. Donc, on fait énormément de recrutement à l'international. Actuellement, c'est environ 75 demandes qu'on a actives chez nous, des demandes de IMT ou de demandes de permis de travail pour des travailleurs étrangers. Donc, on est très, très actifs au niveau du recrutement à l'international. Mais cette année, ce qu'on a pu voir, c'est que la pénurie de main-d'œuvre et surtout le ralentissement, la lenteur, la complexité pour nous puis pour l'ensemble des employeurs là, du Québec là, par rapport à l'immigration internationale, au recrutement à l'international, cette lenteur-là, elle a eu comme conséquence, là, Véronique en a parlé un petit peu plus tôt, nous, chez Groupe Meloche, c'est 12 millions là, de ventes qui ont été reportées, annulées, décalées, juste seulement cette année. Donc, ça a un impact vraiment, vraiment significatif, en plus d'avoir fait déjà un budget qui était, si on veut, escompté de quelques millions de dollars, parce qu'on savait qu'on allait faire face à ces difficultés de main-d'œuvre, mais en plus de ces
cette diminution de budget de vente-là, on a fait face à des reports là, supplémentaires. Donc, c'est 12 millions de ventes perdues chez Groupe Meloche cette année. Pourtant, on pense qu'on prend vraiment les moyens nécessaires. Je vous en ai parlé, on fait énormément de recrutement à l'international depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans en fait. On s'automatise, on a des robots, certaines cellules qui sont robotisées chez nous. On fait beaucoup d'efforts pour devenir attrayants et pour retenir notre main-d'œuvre. On a augmenté nos salaires de façon significative. La moyenne des salaires chez nous, c'est autour de 60 000 actuellement. Puis, on vient tout juste d'offrir des primes de 8 de l'heure sur les corps rotatifs pour essayer de combler nos corps rotatifs là où vraiment le bas blesse. Donc, on pense qu'on fait les efforts, on fait, comme je le disais, le recrutement international. Mais malgré tout ça, malgré notre expertise en recrutement international, c'est encore un enjeu vraiment significatif chez nous. Puis pour vous dire, comparer un peu, on parle d'un lac vide au Québec ici. Pour donner un exemple concret, quand on fait des missions quand on affiche, par exemple, le poste de machiniste chez nous, il est affiché en permanence. Donc, il est affiché en permanence en tout temps. On a à peu près une dizaine de CV par année pour l'ensemble de nos sites pour un machiniste. Quand on fait une mission de recrutement au Maroc, en Tunisie, au Mexique, on peut avoir jusqu'à 500 CV pertinents. Puis, on revient de ces missions-là avec une quinzaine d'embauches vraiment intéressantes, des gens qualifiés dans notre domaine, donc en aéronautique. Donc, vous dire à quel point c'est une solution, oui, c'est une solution temporaire, puis on fait beaucoup d'efforts pour qu'elle devienne quand même permanente. On veut que ces gens-là demeurent au Québec, puis c'est leur désir aussi. Là, j'ai très, très peu de travailleurs étrangers qui désirent s'en retourner dans leur pays d'origine. Donc, pour nous, on le voit, oui, c'est une façon temporaire de régler un problème, mais elle peut devenir également permanente. Puis, quand on voit ces bassins de main-d'œuvre-là à l'international, nous, on est une entreprise québécoise, on veut demeurer une entreprise québécoise, mais c'est vraiment ça devient très, très attrayant pour nous de peut-être vouloir s'installer dans ces pays-là où la main-d'œuvre est vraiment abondante et qualifiée. Donc, c'est un peu, à force de freiner notre croissance, c'est pas si c'est quand là, on va envisager vraiment sérieusement là, de s'établir à l'étranger. Donc, on veut pas ça, on essaie de l'éviter, mais avec la complexité, puis les coûts, la lenteur des programmes d'immigration temporaire là, pour nous, là, c'est vraiment une avenue qu'on de plus en plus on va falloir envisager. Donc, ce qu'on aimerait avoir du gouvernement, c'est évidemment simplifier les démarches. C'est tellement, tellement compliqué. J'aurais des heures d'exemples à donner de dossiers qui se sont complexifiés. Accélérer aussi, on en parle, c'est entre 4 et 12 mois pour avoir des travailleurs étrangers, là, alors qu'ils sont là, qui sont prêts à arriver. Fait qu'il y a vraiment, vraiment une lenteur. Puis, on en parlait, le support. On a très, très peu de support, là, que ce soit des gouvernements ou localement, là, pour accueillir ces gens-là. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts pour arriver à les intégrer de façon adéquate, là, puis qui demeurent parmi nous. Donc, ça résume un peu la réalité de chez Groupe Meloche. Merci, Madame Meloche. Donc, on en est rendu à la période de questions pour les représentants des médias. Je vous invite à lever la main avec la fonction au bas de votre écran ou encore à poser votre question dans le chat. Si possible aussi, indiquer à qui s'adresse votre question. On va commencer par une question et une sous-question par personne, puis vous pourrez vous réinscrire là, pour un droit de parole au besoin. If there are any English questions, Véronique Proulx will answer them. Donc, on vous laisse commencer. Oui, donc je vois Stéphane Rolland. Vous pouvez y aller. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, merci de prendre ma question. Je me demandais, Madame Proulx, vous aviez dit que les salaires étaient bons dans le secteur manufacturier et puis vous avez dit on a quand même la difficulté à recruter. Est-ce que
est-ce que ça n'évoque pas une certaine forme de désintérêt ou de méconnaissance du secteur de la part des professionnels? Une méconnaissance, certainement. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les 4 solutions, l'une d'entre elles, c'est de mieux faire connaître le secteur manufacturier et faire connaître ses opportunités. Le salaire moyen dans le secteur manufacturier est de 27 de l'heure, donc supérieur à la moyenne et à l'ensemble des services. Mais il faut effectivement mieux faire connaître le secteur manufacturier. Puis j'ajouterais dans l'aérospatial, par exemple, il y a une baisse phénoménale des étudiants qui s'inscrivent dans les écoles de formation. Fait qu'il y a un travail à faire auprès des jeunes. Et c'est pourquoi on dit au gouvernement du Québec, le secteur manufacturier, c'est un secteur qui est prioritaire, c'est un secteur qui offre des bons emplois, c'est un secteur qui est en pleine transformation technologique, donc qui a la capacité d'être là dans 20 ans, 50 ans, 100 ans. Donc, ça doit devenir une priorité au sein du gouvernement du Québec. Et actuellement, dans leur programme d'emploi, par exemple, là où ils priorisent certains secteurs, le secteur manufacturier ne s'y retrouve pas. Il ne fait pas partie de leurs priorités pour inciter des jeunes à venir étudier dans ces programmes-là, pour inciter des gens à se reformer dans le secteur manufacturier. Et donc, c'est là où on demande au gouvernement un plus grand soutien. Nous, on a un travail à faire pour mieux faire connaître notre secteur, mais on doit s'assurer d'avoir une collaboration du gouvernement du Québec pour qu'il identifie le manufacturier dans ses priorités, tant au ministère de l'Emploi qu'au ministère de l'Immigration. Je ne sais pas si vous allez vouloir embarquer dans cette question-là, mais il y a quand même des chicanes fédérales, provinciales par rapport à l'immigration, puis quel gouvernement est responsable des délais. Selon ce que vous voyez dans le terrain, c'est où il y a des problèmes. Est-ce que c'est au niveau fédéral ou provincial? Bien, j'ai envie de dire que c'est une responsabilité conjointe. Alors, la problématique, elle est conjointe aussi. Et ce qui arrive, en fait, c'est que, vous l'avez bien dit, c'est une chicane fédérale, provinciale, et il se renvoie la balle, et c'est au détriment des manufacturiers québécois. Alors, nous, ce qu'on demande, et on l'a souvent dit, tant au gouvernement fédéral, provincial, de travailler ensemble, de trouver des solutions. Les moyens qu'ils mettront en place, ça leur appartient. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que de mois en mois, le nombre de postes vacants augmente dans le manufacturier et que c'est de plus en plus complexe d'avoir accès à des travailleurs étrangers temporaires. Donc, ils doivent travailler ensemble, encore une fois, au bénéfice des manufacturiers, puis pas juste des manufacturiers, mais des travailleurs puis de l'économie du Québec. Excellent, merci. Je retourne en fil. Merci. Merci. Merci Stéphane. Donc, on avait une question aussi de Clémence. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour, Clémence Pavé avec Le Devoir. Moi, j'aurais une question par rapport à ce chiffre 7 milliards. C'est sûr que ça frappe l'imaginaire, c'est gros, mais je me demandais, ça représente quoi par rapport au chiffre d'affaires global des manufacturiers exportateurs du Québec? Est-ce que c'est une grosse part ou finalement c'est quand même, somme toute, petit? Juste pour avoir une idée de la proportion à peu près. Je vous reviendrai dans quelques instants sur la proportion directe, mais je vous dirais que dans un contexte de relance économique, d'inflation, de récession on est aux portes d'une récession, est-ce que le Québec peut vraiment se permettre de laisser 7 milliards de dollars sur la table, dont des investissements importants au niveau technologique? La réponse, c'est non. Alors, indépendamment de la proportion que ça représente du volume d'activité manufacturière, c'est trop dans le contexte actuel et c'est pourquoi on demande au gouvernement d'agir le plus rapidement possible, encore une fois, pour atténuer les impacts économiques que l'on a. Alors, le secteur manufacturier, au cours de la dernière année, ça a été 183 milliards de dollars. Donc, 7 milliards, là, je fais ça rapidement, c'est environ 5 si je ne me trompe pas, de l'activité manufacturière. Parfait, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Je pense que Stéphane... voilà, je vais vous laisser poser votre question. Allez-y. Oui. Au sujet c'était un chiffre quand même frappant, là, les 3 entreprises sur 10 qui songent à déménager. Puis, malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Je me souviens pas du rapport de l'année passée. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Je sais que c'est un problème qui existe, mais est-ce que cette problématique-là est quelque chose de nouveau que vous voyez à force je ne sais pas, de l'épuisement des manufacturiers ou c'était quelque chose que vous observiez avant, le désir de quitter?
Je vous dirais qu'avant la pandémie, parce qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre avant la pandémie, on l'entendait sur le terrain, que ça devenait de plus en plus intéressant de déplacer nos opérations à l'étranger, compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre. Il y avait d'autres facteurs là, de se rapprocher du marché, mais ça devenait de plus en plus difficile d'investir ici et de faire croître nos opérations faute d'avoir les travailleurs nécessaires. Lorsqu'on a fait le sondage l'année dernière, on a pu le mesurer et la donnée était similaire. Mais il y a quand même on le sent, une volonté de plus en plus ferme, et Anne-Renée l'a mentionné, de considérer l'international lorsqu'on pense à de la croissance ou même par rapport à une partie de nos opérations actuelles. Le nombre de postes vacants, là, je réitère, augmente de mois en mois, d'année en année, donc ça devient de plus en plus difficile. La pression est très, très forte. Alors, 3 sur 10, encore une fois, c'est le tiers de nos activités, des répondants. Et ce qu'on constate par rapport à l'année dernière, c'est une donnée qui est similaire, qui se maintient, qui se persiste, cette volonté-là de vouloir déménager une partie de nos opérations à l'extérieur. Est-ce que cette volonté-là se traduit différemment, là, la tendance d'aller, par exemple, vers la Chine ou les pays asiatiques pour une question de coût? Est-ce que là, on vise plus les États-Unis? Est-ce que ça en fait, ma question, c'est est-ce que c'est en raison des coûts de la main-d'œuvre ou là, c'est vraiment en raison de la pénurie de main-d'œuvre que vous entendez ça sur le terrain? Non, c'est différent quand il y a eu de la sous-traitance vers la Chine, là, de la délocalisation, c'est ça à quoi vous faites référence. Oui, là, exact. on est comme ailleurs parce que la pénurie de main-d'œuvre nous coûte super cher. Elle nous coûte excessivement cher. Et je réitère, ce n'est pas un enjeu de salaire. Dans les solutions, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a quand même un pourcentage important d'entreprises qui comptent encore augmenter les salaires. Donc, ce n'est vraiment pas un enjeu de salaire et de coût. C'est vraiment d'accéder à la main-d'œuvre qui est qualifiée. Anne-Renée le mentionnait, on parlait du Maroc, je pense, que tu disais, où on trouve des gens, des travailleurs qualifiés. Ce qu'on cherche avant tout, là, c'est des gens qui ont des connaissances, des compétences pour travailler dans nos usines. Déménager une partie de ces opérations, ça va avoir un coût important. C'est tout un changement de modèle d'affaires et de culture d'affaires. C'est vraiment, encore une fois, une solution de dernier recours. Ce n'est pas une question d'économiser. OK. Je vais me permettre une troisième question. Je vois qu'il n'y avait pas grand personne en file. Vous l'avez évoqué un peu. Est-ce qu'il y a, parmi les candidats déjà à l'immigration permanente et temporaire, est-ce qu'il y a un peu une adéquation avec vos besoins? Parce qu'il y a plein d'autres secteurs aussi qui ont des besoins d'immigration. Est-ce que parmi le chiffre de 50 000, par exemple, est-ce que le secteur manufacturier est bien représenté actuellement? Je ne pense pas, parce qu'historiquement, là, ce qu'on a, c'est le backlog des dernières années et ce n'est pas nécessairement une immigration qui était ciblée sur le secteur manufacturier. Alors, par contre, quand on regarde le bassin de travailleurs étrangers qui est au Québec, le manufacturier est le deuxième en importance à accueillir ces gens-là, le premier étant l'agriculture. Et d'ailleurs, l'année dernière, on a accueilli 4 420 travailleurs étrangers temporaires qui viennent travailler dans nos usines partout à travers le Québec. Et nous, ce qu'on dit au gouvernement, si vous considérez, au sein des seuils actuels, pas encore mieux, si vous considérez réellement hausser les seuils, privilégier ces gens-là qui sont déjà en région, qui font de la francisation et qui souhaitent rester au Québec. Parce que là, vous avez des gens, qui sont en région, puis le problème, on le sait, touche beaucoup les régions, Montréal aussi, mais surtout les régions, et ils sont intégrés, ils souhaitent travailler en région. Donc, ça permettrait au gouvernement de prioriser une immigration qui est déjà en emploi, qui est intégrée, et encore une fois, qui travaille en région. Excellent, merci. Merci. Je vois qu'on a une question de Frédéric Tomesco. Voilà. Frédéric, est-ce que tu nous entends? Frédéric? Je vois que votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Malika, est-ce qu'il y a la possibilité de mettre la question dans le chat si jamais… Oui, si vous voulez mettre la question dans le chat, sinon faites-nous signe, puis on pourra prévoir un moment après. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Pas d'autres questions des médias. Donc, merci de votre participation. Comme je le mentionnais plus tôt, pour des entrevues individuelles, vous pouvez communiquer avec nous. Mme Proulx et Mme Meloche seront toutes deux disponibles. Les informations là, pour prendre contact avec nous sont évidemment dans le communiqué que vous avez reçu. Ah, je vois que Clémence, vous avez levé votre main. Oui, une minute.
C'est peut-être un peu ça sort peut-être du sujet, mais je me demandais, c'est pas le seul problème qui touche les manufacturiers, la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que par rapport aux perturbations des chaînes d'approvisionnement, est-ce que c'est encore quelque chose qui vous frappe beaucoup? Parce que ça, j'imagine aussi que c'est quelque chose qui vous fait perdre des contrats ou qui occasionne des retards. Alors, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose dont vous souffrez encore ou alors ça s'est rétabli quand même par rapport au sommet qu'on a connu pendant la pandémie? Alors, merci pour la question. En fait, on voit que certains indicateurs démontrent que la situation est d'une moins grande ampleur qu'elle l'était il y a un an, par exemple. Mais sur le terrain, quand on parle avec les manufacturiers, on constate que c'est toujours très difficile, qu'il y a toujours des délais importants pour avoir accès aux produits, aux composantes, aux matières premières dont ils ont besoin. Et d'ailleurs, on avait fait une étude au printemps dernier, le premier goulot dans la chaîne d'approvisionnement, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Parce que si on n'est pas capable d'avoir aux travailleurs dont on a besoin, on n'est pas capable de produire et de livrer à temps. Donc, dans les 3 principaux rouleaux, il y avait la pénurie de main-d'œuvre, l'accès à des composants critiques. On peut penser à la pénurie de microprocesseurs qui touche le secteur automobile notamment. Et ça, c'est toujours présent. Les entreprises n'y ont toujours pas accès. Et finalement, la hausse des coûts de transport. Donc, c'est sûr que les coûts de transport ont diminué. Le prix du container du transport par bateau, par exemple, a diminué beaucoup. Mais on a des nouvelles perturbations qui s'ajoutent. On peut penser aux travaux au tunnel Hippolyte-Lafontaine qui nécessairement ont un impact sur les manufacturiers qui sont dans cette zone-là ou dans cette région-là. Alors, c'est loin d'être réglé. Puis je voudrais que les entreprises s'attendent à encore au moins un autre 12 mois de perturbations avant de penser revenir à un certain équilibre. D'accord, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on avait des questions tardives ou c'est bon pour tout le monde? Très bien. Donc, merci beaucoup. Puis, comme je le mentionnais, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour organiser d'autres entrevues. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, bonne journée.